Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette, 2e intervention de cette deuxième journée, donc avec Lydia Bossard-Molinier. Bonjour Lydia. Bonjour Alban et bonjour à tous et à toutes. Et je suis particulièrement ravi d'être avec Lydia pour son intervention parce que c'est à Lydia notamment qu'on doit ces magnifiques visuels que vous avez pu voir sur toutes les vidéos. Ces vidéos enfin les vidéos de toute la semaine en fait, hein, avec donc les présentations que vous pouvez voir sur les vignettes YouTube. Et donc, Lydia, elle est coach de vie, et puis voilà, elle va vous faire sa présentation, et puis je vous retrouve après. Merci beaucoup Lydia, et à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Alban, avec grand plaisir. Alors, bienvenue à vous, personnes hypersensibles ou qui vous posez la question de cette sensibilité ou qui la vivez de manière peut-être un peu compliquée ou qui avez déjà fait un chemin de, j'allais dire, réconciliation ou de compréhension de comment ça fonctionne chez vous. En tout cas, mon intervention du jour sera sur cette question un peu fondamentale qu'on se pose à un moment donné dans sa vie, qu'on soit d'ailleurs hypersensible ou pas, qu'on soit dans cette haute sensibilité ou pas, du sens de sa vie, de cette quête, alors comme moi j'ai mis dans le titre de ma conférence, de cette quête un peu éternelle, infinie, incessante pour l'hypersensible. Voilà, donc je vais avoir un PowerPoint pour un peu sous-tendre mes propos, mais j'aimerais, parce que comme c'est un live, bien sûr, interagir avec vous si vous êtes là, s'il y a des personnes qui sont là en direct. Pour les personnes en replay, n'hésitez pas évidemment à mettre des commentaires, des questions, et j'y répondrai volontiers donc par la suite, bien sûr. Restez avec nous jusqu'au bout si ça vous intéresse de vivre à la fin de ma présentation un petit temps de méditation, un petit temps de visualisation, puisque donc j'avais nommé justement cette conférence aussi atelier, conférence atelier. Donc voilà, ça sera en 2 temps. Et à la fin, donc il y aura si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà. Donc, trouver le sens de sa vie. J'aimerais vous apporter des pistes concrètes aussi. C'est bien de se poser des questions philosophiques, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir voilà, des petits pas, des petits cailloux blancs dans notre chemin, dans notre voie, dans notre route, en fait, de personnes et notamment de personnes hypersensibles. Donc, je vais vous donner d'abord un peu des définitions qui ne seront pas exhaustives, puisqu'en fait, c'est un thème tellement large et tellement touffu, j'allais dire, vaste même, que j'ai aimé aller rechercher, non pas dans Wikipédia ni dans le dictionnaire, ça vous pouvez le faire, de ce que c'est ce sens de vie et de ce qui s'y rattache. Il y a énormément de mots. Vous pouvez mettre d'ailleurs dans le chat, si vous voulez, Heu, quelles sont vos questions ou quels sont avec quoi vous arrivez quand on vous parle de sens de vie? Ou peut-être voilà, des interrogations, des choses qui vous tracassent, des choses qui, vous interpellent, qui vous titillent. N'hésitez pas à mettre et à mettre aussi votre, définition à vous. Qu'est-ce que c'est le sens de vie pour vous? Hein? Voilà. Alors je me suis appuyée sur, notamment plusieurs auteurs parce que donc ces questions, bien sûr, on se les pose. Moi, je me les suis posées, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette terre? C'est quoi cette existence? Pourquoi je vis là, dans cette époque? Quel est le sens de ma vie, en fait? Et de ma vie ici, mais qu'est-ce qu'il y a aussi derrière, en fait, après la vie, hein? Et si je décide et si je choisis, en fait, un chemin, une voie, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je me suis pas trompée ou est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je ne erre pas à, trouver cette voie que je voudrais vraiment avoir? Est-ce que j'ai pas pris, une voie sans issue? Une voie finalement qui ne me correspond pas? Une voie qui, peut-être m'étrique au lieu de m'épanouir? Voilà, et dans quelle direction en fait? Dans quelle mission en fait vais-je justement me révéler et m'épanouir? Alors si je me trompe en fait, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est toutes des questions qui peuvent vous titiller, hein.
Et la question aussi de fond, c'est bah, à quoi ça sert de vivre? Donc, on est d'accord que ces questions existentielles, on peut se les poser déjà tout petit. Vous savez, si vous avez des enfants ou voire même des petits-enfants, ou si vous travaillez avec des enfants, c'est des questions que les petits se posent très vite et notamment, aux alentours de 4 ans, là 3-4 ans, déjà 5 ans. Parce que fondamentalement, en fait, il y a cette histoire de se dire: «Mais c'est quoi ma place? Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers, en fait?» Et automatiquement, c'est des questions qui vont revenir si, je sens que ça tiraille en moi, si je suis en particulier dans un moment de transition de vie, si je suis dans une crise comme j'appelle, voilà, ou si je me sens dans un mode survie. Et vous voyez que ces questions-là sont un peu inhérentes, mine de rien, à ma naissance et vers où je vais jusqu'à ma mort, en fait, hein. Voilà. Alors, je vous donne 3 éclairages de 3 auteurs, de livres que j'ai particulièrement appréciés sur cette thématique. Il y en a quand même un certain nombre, mais il y en a 3, dont Chantal Honnay. Donc ça date, vous voyez, c'est de 2007 déjà. Donc le livre s'appelle «Vivre dans le bon sens». Et donc elle explique que vivre, naître, mourir, oui, ça paraît simple et naturel. Regardons en fait la nature, regardons les animaux. Ils ne se posent pas des questions, puisque c'est le propre de l'humain, de se poser des questions de qu'est-ce que je fais là, hein. Donc ça paraît simple, a priori, et l'être humain, effectivement, a cette conscience en fait. Et c'est ça qui effectivement crée aussi sa souffrance de cette question-là de pourquoi je suis là, hein. Donc d'une raison de vivre. Donc la seule constructive, dit-elle, Chantal, c'est l'amour. La seule voie constructive, la seule raison d'être constructive, c'est l'amour. Alors on y reviendra tout à l'heure, notamment dans les pistes, mais voilà déjà une première définition de la sens de vie. C'est ma raison d'être, et ma raison d'être, est-ce que ce serait pas vivre l'amour avec un grand A? Ensuite, je me suis, appuyée sur un autre livre qui est un livre c'est un collectif d'ailleurs de plusieurs, auteurs. Ça a été dirigé par Marc de Smet, pardon, et Patrice Van Hersel. Et donc ces 2 auteurs ont co-dirigé et ont questionné en fait, plusieurs auteurs, hein. C'était comme des interviews dans ce livre. Il y en a une vingtaine. Et donc eux 2 expliquent qu'en fait, c'est comme si c'était ce sens de vie, quelque chose qui aussi répond ou en tout cas est en lien étroit avec ce qui se vit dans la société. Et je crois que Louisa en a parlé dans sa conférence hier, de cette éco-anxiété qui se vit de plus en plus, hein, dans ce monde où on a l'impression que, plus rien ne va, tout s'accélère et on perd les pédales, on perd le sens. Parce qu'eux disent, ces auteurs, qu'une clameur sourde monte en fait, hein, de la société, un peu comme si on était en apocalypse, vous voyez? Et en même temps, cette apocalypse, elle n'est pas négative en soi, parce que si on revient au sens premier de l'apocalypse, c'est la révélation. C'est être et devenir la révélation. C'est être. Et ça, c'est en fait, ils expliquent que c'est un lien entre à la fois les courants de pensée, les traditions ancestrales d'Orient et celles d'Occident. Finalement, la révélation, cet apocalypse, est-ce que ça serait pas maintenant, peut-être sociétalement, mais peut-être d'abord à l'intérieur de soi? C'est comme s'il y avait un écho, vous voyez? Une invitation à avoir une révélation intérieure, être et devenir. Donc ça, c'est une autre définition de ce sens de vie. Et un dernier auteur plus récent, parce que donc, le livre qu'ils ont donc coécrit s'appelait «Donner du sens à sa vie», hein. Donc ce collectif, c'était en 2011, donc il y a déjà maintenant un peu plus de 10 ans. Et le dernier en date que j'ai lu, Nicolas Penet, que vous connaissez peut-être plus, parce que donc il est formateur, alors je trouve plus le terme, ça va me revenir. Et récemment, il s'est plus intéressé justement sur le sens de vie. Il a écrit un livre, l'année dernière, sur trouver votre mission de vie. Et donc lui, il explique que la mission de vie, c'est cette étincelle-là à l'intérieur qui enflamme
le feu intérieur. Et sans l'étincelle, c'est comme, vous savez, l'allumette. Sans l'allumette, le feu reste a priori éteint. Le feu ne s'embrase pas. Donc, bien que donc centré, comme il dit, sur sa personne, en fait, et sur son propre bonheur, la mission de vie, en fait, nous dépasse. Et là, il y a un lien avec le plus grand que soi. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, Nicolas Penet, effectivement, il explique que ça a une, une portée individuelle et collective en même temps, même si on n'en a pas toujours conscience. Voilà. Donc, ça, c'est les définitions que je voulais vous donner. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui avec vous, ce sens de vie? J'imagine que vous vous doutez que ça m'intéresse, que vous doutez que j'ai comment dire, une acquaintance particulière avec ce sujet. Alors, je vais vous expliquer un peu aussi mon cheminement en quelques mots. Je vais faire court parce que ce n'est pas le propos de vous faire un témoignage de vie, mais c'était important que je vous explique. Vous allez comprendre pourquoi ça m'intéresse particulièrement. Je pense avoir vécu, on va dire, au moins une quarantaine d'années, donc je ne vous dis pas mon âge parce que j'ai mais au moins 40 ans dans une vie où j'avais l'impression que mon corps, d'ailleurs, me le disait, hein, très concrètement, et s'exprimait pour dire que je n'étais pas comme à ma place. Je n'arrivais pas à être bien. J'avais l'impression d'être en décalage, j'avais l'impression de errer, d'être en quête, d'un espace, d'un temps, d'un endroit, d'une époque, je ne sais pas, ou même d'un groupe auquel j'aurais pu faire une référence, où j'aurais pu me sentir bien. J'avais l'impression d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en dehors de mes baskets. J'avais l'impression d'être éparpillée, d'être morcelée en plusieurs petits morceaux de puzzle. J'ai l'image du puzzle, vous voyez, en fait. C'est comme si pendant au moins une quarantaine d'années, parce que c'est pas flagrant, vous voyez, il n'y a pas eu un jour où j'étais effectivement, je errais et tout d'un coup, paf, il y a eu la révélation et je me suis réunifiée. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu bien sûr tout un chemin. Et sur les 40 premières années de ma vie, il y en a eu au moins 20 où j'ai travaillé sur moi aussi, hein, parce qu'on va dire que depuis l'âge même de 17 ans, je suis dans un chemin et spirituel et dans un chemin de développement personnel pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de me comprendre, essayer de comprendre le monde, essayer de comprendre les autres. Mais j'avais toujours ce corps et ce mental et ces émotions qui étaient pas effectivement réunifiés, unifiés ensemble, vous voyez? Tout était un petit peu différent, c'était un peu épars. C'est vraiment ce mot-là qui me vient, en fait, hein. Donc j'étais dans cette souffrance-là et j'étais en même temps aussi dans une dépendance à l'autre et aux événements. Donc j'ai eu bien sûr, enfin je dis bien sûr, j'ai eu un moment, de boulimie dans ma vie parce que du coup j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire autrement pour être heureuse que de combler quelque chose comme un vide et ce vide, mine de rien, il ne se remplissait pas en fait par la nourriture. Mais j'arrivais pas à faire autrement, voilà et j'en souffrais encore plus parce que j'en avais encore plus conscience que ça ne me convenait pas et que ça me séparait encore plus des autres parce que j'en avais, de plus en plus une mauvaise image de moi. Voilà, j'étais déjà pas très, à l'aise et confiante et avec une faible estime de moi. J'avais depuis toute jeune une timidité assez maladive et donc ça n'a pas à l'adolescence quand j'ai eu cette période-là, à la fois où mon corps a eu des éruptions, pendant 2 ans, j'ai eu, voilà, de l'urticaire géant. Ensuite, avec toutes ces histoires de boulimie, ça n'a fait qu'empirer, en fait, cette malaise, ce mal-être, qui fait que je n'arrivais pas à trouver ma place, que je n'arrivais pas à être en relation sereine avec les autres, mais en fait avec moi-même, au fond, hein. Je n'avais pas compris un peu, tout ça et je me suis embarquée dans un certain nombre de relations affectives, amicales et aussi, on va dire sentimentales et ça a duré des années parce que je suis quelqu'un d'assez, où j'avais des principes aussi et puis j'étais dans un voilà, quelqu'un d'assez fidèle et j'ai été dans un certain nombre de relations toxiques avec de la dépendance. Je ne parle pas de personnalité toxique en face de moi, je parle de relations toxiques, hein, c'est bien différent. Voilà, donc j'étais dans cette recherche incessante de bien-être
pour moi-même, de bien-être en relation et donc dans une quête à la fois, bah, voilà, personnelle, spirituelle parce qu'effectivement j'ai eu un il y a eu un événement dans ma vie jeune où, j'ai eu comme une conversion de cœur et donc je savais que pour moi il y avait un Dieu, je savais que pour moi il y avait effectivement une transcendance qui m'aidait, alors je le dis maintenant avec les mots et c'est pas péjoratif, hein, à survivre et non pas à vivre, mais en tout cas ça me permettait un tant soit peu de voilà, au fil des jours en fait de pouvoir, être là. Voilà, mais j'étais pas vraiment dans une présence à moi-même. Donc, petit à petit, hein, au fur et à mesure de ce cheminement de questions incessantes, mais vraiment, c'est vraiment ça, hein. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai fait des études au départ alors j'ai fait donc ça a été un moment important aussi. En terminale, j'étais en littéraire, hein, section littéraire et j'avais beaucoup, beaucoup d'heures de philosophie et j'arrivais le soir et ma mère me disait: «Mais tu me bassines avec tes questions». Parce qu'en fait, ça m'a tellement plu d'être en relation bien sûr avec, bah, toutes ces visions et ces perceptions et ces philosophies différentes en fait enseignées. Ça m'a ouvert un champ des possibles que je ne connaissais pas jusque-là, en dehors bien sûr de ma foi chrétienne et donc du coup, j'étais en questionnement et en fait, la personne qui m'écoutait le plus, c'était ma maman. Mais je voyais bien que je l'embêtais parce que j'étais sans arrêt avec un questionnement en fait, sur moi-même et sur le monde. Donc voilà, donc ces années-là de remise en question ont continué. J'ai commencé bien sûr un travail sur moi, avec une thérapeute, ensuite avec une, voilà, naturopathe. Enfin je crois que ma vie a été un long chemin vraiment, de découverte par différentes méthodes, différentes pratiques, différents outils en développement personnel pour me sentir mieux, pour me comprendre et non plus subir ma vie mais la vivre. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, je peux dire depuis, une dizaine d'années que mon puzzle est reconstitué et comme en fait on n'a jamais fini de se construire et surtout de se connaître et de s'épanouir, je dirais qu'aujourd'hui je me sens, à même, de pouvoir aussi maintenant accompagner des gens parce que c'est ce qui me fait le plus triper. Alors le mot est peut-être pas beau, mais ça veut dire qu'en fait c'est ma flamme. Tout à l'heure Nicolas Penet disait, hein, je vous l'avais mis dans la définition, cette fameuse, flamme qui ranime notre feu intérieur, voilà et après, plus de 25 ans dans l'enseignement à, instiller en quelque sorte le feu aussi un petit peu intérieur des enfants eh bien, j'ai, voulu, voilà, faire une transition de vie par rapport à un dernier moment de ma vie en crise il y a 5 ans, où j'ai senti que j'étais plus à ma place et que c'était OK. Voilà, ça a pris un certain temps pour après trouver, bah, justement, qu'est-ce que je pouvais faire maintenant parce que je me sentais plus à ma place. Donc vous voyez, toutes ces questions ont été finalement sont reliées au sens de vie. Voilà, aujourd'hui, à plus de 50 ans, j'ai l'impression que je suis, à ma place, je suis réconciliée et aussi parce que j'ai découvert mon hypersensibilité. En tout cas, j'ai eu la révélation il y a une petite dizaine d'années et ça a complété, en fait, le cheminement de connaissance de moi et de réconciliation avec moi-même. Donc aujourd'hui, je suis coach de vie, je dis joyeusement sensible parce qu'avec cette, hypersensibilité assumée, donc plutôt ultra-sensibilité, et je me dis écoféministe. Donc je vous explique rapidement. L'écoféminisme, donc il y a 2 mots, fusionnés en un parce que l'écoféminisme, ça explique c'est un courant de pensée philosophique, hein, à la base et éthique qui explique qu'il y a des causes communes, des similitudes entre, on va dire la surexploitation de la nature, donc d'où le terme écologie, hein, et aussi l'exploitation ou en tout cas la pression et de cette société patriarcale un peu sur les femmes. Voilà, donc pour, sortir de ce paradigme-là d'exploitation et d'oppression, il serait intéressant, c'est ce que dit l'écoféminisme, d'apporter un autre éclairage qui n'est plus dans quelque chose de binaire, qui n'est plus dans quelque chose de duel, où il n'y a pas le bien, le mal, les bons et les méchants. C'est pas de cet ordre-là
il y aurait une intention, en fait, de réconcilier, d'amener, une autre relation, une autre façon d'être, en fait, au monde, avec la nature, pour réconcilier les humains et la nature et aussi les genres, hommes, femmes. Et puis aussi les personnes, «fragiles» entre guillemets, qu'on dit fragiles, à savoir, bah, justement, certainement les hypersensibles, nous sommes à peu près 30. Les personnes, il y a pas de péjoratif quand je dis fragiles, les personnes qui ne produisent pas a priori, donc les enfants et aussi les personnes âgées. Voilà, c'est un paradigme nouveau qui est en train d'être, bah, ça fait que déjà quelques années, hein, qui a envie de plus en plus de s'ancrer dans ce changement d'un peu sociétal, un nouveau paradigme à venir. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aime accompagner les femmes en particulier à la sensibilité élevée, hein, ces femmes hypersensibles, ces femmes ultrasensibles, ces femmes à haut potentiel sensible, en mode survie, en mode un peu crise. Pourquoi? Ben, pour qu'elles puissent s'aimer vraiment, qu'elle puisse oser être elle-même, simplement. Voilà. Parce que l'hypersensibilité a tendance à être très complexe dans sa tête. En tout cas, moi, je l'ai été pendant beaucoup d'années. Simplifier, la vie est simple, en fait, beaucoup plus simple qu'on ne peut-être on imagine. Et pourquoi aussi? Pour la faire pétiller, en fait, leur âme dans le monde librement. Et ça fait référence à l'écoféminisme. Parce que chacun, je crois fondamentalement que chacun, homme et femme, et en particulier les personnes à haut potentiel, sensibles et aussi intellectuelles, ont quelque chose à donner de particulier au monde, mais parfois elles n'en ont pas conscience ou elles n'osent pas ou elles ont peur de briller pour pas faire d'ombre, alors que c'est peut-être, voilà, elles qui auraient quelque chose à donner aussi de différent au monde. Alors maintenant, on va aller directement voir les pistes que je vous propose pour trouver son sens de vie de manière plus sereine, de manière plus apaisée, de manière plus joyeuse. Alors, vous voyez sur chaque visuel mon sigle et j'en parle rapidement parce que vous voyez, ça s'appelle Audace à vie, ma société, et ça a vraiment un lien avec que je viens d'expliquer. Pour moi, ode à sa vie, c'est un double jeu de mots puisque c'est l'aude à sa propre vie, donc ça veut dire honorer sa vie, vraiment celle qui nous a été donnée. Honorer votre vie, la vôtre, ce n'est pas celle du voisin ni de la voisine. Et c'est aussi audace, avoir l'audace à vie. Donc c'est tout le temps en fait. On a tous les jours à, avancer, cheminer et avoir l'audace d'exister en fait, de dire oui à la vie. Donc ces pistes, hein, donc je vais vous donner 3, ça va être défini dans 3 chapitres un petit peu et puis après donc je vous expliquerai un peu plus sur le dernier chapitre où je vais un peu plus m'appesantir parce que c'est vraiment là où vous aurez les pistes que j'ai à vous donner de manière très concrète. Premièrement, moi, je vous propose, en fait, dans les pistes de comment trouver le sens de sa vie, de comprendre. Comprendre ce qui se joue, ça va permettre de prendre du recul, comme si on s'élève sur la montagne, vous voyez, pour ne plus avoir la tête dans le guidon et ne plus, en fait, avoir l'écran bah, devant soi ou la feuille sous le nez, où il y a certains angles morts qu'on ne voit pas. Alors que si on prend du recul, on le dit, vous savez, quand on part en retraite, ça veut dire qu'effectivement, on se met en retrait en temps et en espace. Et du coup, notre vie, en fait, prend un petit peu plus d'ampleur, ou en tout cas, on va voir des détails qu'on ne voyait pas. Et on va peut-être, ça va mettre en exergue certaines choses et on va avoir une compréhension plus globale, plus générale. Donc ça, c'est vraiment intéressant à faire, pour moi, en premier, quand on sent qu'on se pose ces questions sans arrêt comme les questions qui tournent, vous savez, comme le petit hamster dans sa roue, dans son cerveau. Hein, on est très, très forts, nous, les hypersensibles et aussi d'ailleurs les HPI, les hauts potentiels intellectuels, à avoir un peu ce hamster qui tourne 24 heures sur 24 si on lui dit pas: «OK, on t'a compris», et donc du coup, il continue parce qu'il a envie de se faire comprendre et puis avec cette pensée en arborescence, on a tendance effectivement à ne pas pouvoir en fait prendre avoir cette prise de recul. Donc ça veut dire qu'il y a un acte à faire très concret de prendre du recul pour mieux comprendre. Parce que nos perceptions, en réalité, il va falloir comprendre que
c'est tout à fait relatif. Et vous le savez, un exemple, des personnes qui vivent un même événement vont alors 2 personnes, par exemple, hein, vont aller raconter ce même événement et vous allez voir qu'elles vont le raconter différemment. Ben, c'est tout simple, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes filtres, nous n'avons pas la même grille de lecture de la vie, la même vision, ce qui fait qu'en fait, ce sont des filtres qui vont, nous faire expliquer et nous faire comprendre notre vie différemment et du coup après la relater évidemment, voilà. Donc ça, c'est intéressant déjà de voir la relativité, d'accord? Parce que nous ne voyons, nous ne connaissons qu'une petite partie. C'est comme si on avait une lorgnette en réalité, en fait, mais tout le temps. C'est comme si on avait une lorgnette, en fait, une portion de la réalité, on ne voit que ça. Et plusieurs auteurs, d'ailleurs, parlent de ça, et disent que le chaos et l'injustice que l'on voit, en particulier en ce moment et depuis quelques déjà, au moins depuis 2020, si ce n'est pas avant, évidemment, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un siècle où il n'y a pas eu de guerre, où il n'y a pas eu d'oppression, de peuples sur d'autres, hein, où il n'y a pas eu, c'est difficile de voir dans l'histoire effectivement des moments sereins et des moments où on pourrait dire l'être humain ne se voilà, ne s'insurge pas contre des choses qui sont, injustes. Donc c'est comme si, ça semble dominer tout le temps finalement. Pas que nos sociétés occidentales, mais peut-être en particulier là, c'est ce qu'on voit nous, parce qu'on n'a pas vécu les autres époques évidemment. Mais la question qui est intéressante de se poser et donc du coup de prendre du recul, d'avoir cette relativité et de cette ouverture d'esprit, c'est de se dire: «Est-ce que nous ne serions pas nous-mêmes, nous, personnes, individus, à l'image de l'infiniment grand?» Donc ça veut dire que nous, l'infiniment petit, est-ce qu'on n'est pas en écho à ce qui se vit et à ce qui s'est vécu notamment lors du Big Bang, hein, avec ce grand chaos, donc dans l'univers? Est-ce qu'on ne serait pas dans la même, comme une image en fait, hein, vous voyez, comme en miroir? Et là, il y a plusieurs auteurs qui en parlent de ça, et là je fais attrait notamment à la physique quantique aussi, où on voit bien que oui, si on y regarde un peu et si on ouvre notre lorgnette, on voit qu'il y a des similitudes extraordinaires. Et c'est quand même étonnant, voilà, de voir dans l'évolution des espèces, quelles qu'elles soient, mais en particulier, donc on va dire autant le végétal que le minéral et nous, les humains, c'est étonnant de constater que finalement, l'évolution au cours de millénaires, eh ben, elle est faite, c'est comme si c'était une croissance perpétuelle qui est faite de chaos et de renaissance, de chaos et de renaissance, de chaos et de renaissance, avec une expansion. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Bah, a priori, c'est parce que justement, il y a une volonté des organismes de s'adapter et comme il y a une complexification au fur et à mesure de l'évolution, donc automatiquement qui dit complexification des organismes et des systèmes, dit adaptation. Voilà. Donc il y a un côté très positif, évidemment impermanent, qui est inconfortable, certes, et en même temps qui est très motivant parce que ça nous permet de voir qu'en fait on a la possibilité de le faire, puisque jusque-là ça a été possible. Pourquoi nous, on ne serait pas capable de s'adapter? Bien sûr que si. Et ça nous permet de développer d'autres compétences, ça nous permet de développer d'autres trésors d'ailleurs, d'autres ressources et ça permet et c'est d'ailleurs là qu'est intéressant du coup cette histoire de sens de vie, de prendre sa place. Que chacun, chaque organisme a une place, quelque part la plus juste aussi, parce que finalement, si ensemble, chacun prend sa place, alors tout se coordonne, voyez? Et je donne l'image de la métaphore en fait du corps humain. On le voit bien le corps humain qu'il est complexe. On n'est pas là tout le temps en train de se dire: «Mais comment je vais faire pour respirer? Mais comment je vais faire pour digérer?» Non! Ça fonctionne et évidemment, hein, il y a des fois des petits couacs, mais ça fonctionne et il y a une énergie qui circule. Mais à l'intérieur du corps, il y a des milliards de cellules qui ont chacune leur place. Le matin, vous ne vous réveillez pas avec les cellules digestives à la place des cellules mentales. Hein, tout se remet en place, enfin tout est tout en place, même quand vous dormez. Donc voilà, donc quelque part à la même, j'aime bien dire que c'est comme une métaphore pour nous-mêmes aussi dans la société et dans l'univers, nous avons en fait
notre propre place à trouver, même si on a l'impression qu'on ne l'a pas parce qu'on souffre, parce qu'on ne l'a pas parce qu'en fait on ne nous la donne pas. Ben non, on va pas nous la donner parce qu'il va falloir la prendre. Alors ça, c'est pas toujours effectivement confortable, mais ça va être la réalité. On va en parler aussi un peu plus tard dans les pistes, évidemment. Ce n'est pas du tout cuit, hein, ça ne tombe pas comme ça. Il va y avoir quelque chose de constructif. Vous voyez bien que dans mon cheminement, moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, il y a une autre chose intéressante à comprendre, et en particulier chez les personnes à haut potentiel, et si on fait référence à la pyramide de Maslow, donc la pyramide d'Abraham Maslow est parfois controversée, n'empêche que il a eu quand même, de par en fait son expérience sur le terrain, il était praticien, donc il a pu observer que les êtres humains ont des besoins fondamentaux qui sont universels et qui se classifient, on va dire, en forme pyramidale parce que donc la base en fait c'est les besoins primaires, je veux dire primaires à tout le monde et prioritaires, les besoins physiologiques, hein, d'accord, dormir, manger, il y a la sexualité aussi dedans, mais donc tout ce qui est primaire, respirer correctement, voilà. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, donc ça, c'est le besoin secondaire qui vient juste derrière, même s'il est important, essentiel. On a besoin effectivement d'être en sécurité, au minimum d'avoir un toit ou voilà, d'être protégé. Donc ça, c'est important. On va dire que la plupart des êtres humains, tous les êtres humains ont besoin de répondre à ces besoins-là. Sinon, on est en mode constamment survie et survie, pour le coup, au niveau de l'organisme, du corps aussi, pas seulement, le corps physique, mais le corps aussi, émotionnel, le corps mental, évidemment. Alors, pour les autres besoins, on va dire qu'ils se partagent et que c'est important pour tous les êtres humains d'y répondre, mais de moindre importance pour, j'aime pas cataloguer, mais je vais quand même en parler parce que j'ose, puisqu'on est quand même là aujourd'hui, entre personnes hypersensibles ou qui se posent la question en tout cas de cette hypersensibilité. Et donc les 70 autres pourcentages de gens dans la population, on va dire, n'ont pas cette sensibilité intense et donc ont des, peut-être en moindre importance, besoin de répondre à tous ces autres besoins et en particulier le dernier, le besoin d'accomplissement. Et c'est pour ça que je dis, alors ça vient pas de moi, hein, donc c'est plusieurs, auteurs aussi qui disent que pour les personnes hypersensibles, les besoins en fait de la pyramide de Maslow sont presque inversés, c'est-à-dire que le besoin essentiel, prioritaire presque, ce serait de s'accomplir, de se réaliser et c'est cette histoire de sens de vie. C'est pour ça que je vous disais en démarrage que c'est quand même un questionnement vital pour tous les êtres humains, mais en particulier pour, la personne à haut potentiel sensible. Si elle ne répond pas et si elle ne trouve pas, en fait, sens à sa vie, avec une volonté aussi de contribuer, une volonté d'être utile, une volonté de créer, eh bien, c'est très, très, très compliqué. Ça veut dire que tout en va en découdre, donc au niveau de l'émotionnel, au niveau de sa vie relationnelle, au niveau même, bah, voilà, de son appétit, au niveau de sa gestion de son corps, tout va s'en ressentir, voilà. Et ça, c'est important de le notifier. Moi, j'en avais pas conscience et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit: «Voilà pourquoi». Ça explique en tout cas, ça permet de comprendre en tout cas un certain nombre de choses sur cette quête essentielle, et comme je disais un petit peu incessante, éternelle de l'hypersensible, tant qu'elle n'a pas pu répondre en manière sereine et joyeuse à ça, à cette question-là, à ce besoin, d'accomplissement. Alors les 2 autres besoins d'appartenance, bien sûr, de se savoir aimer, d'être aimé, parce que ça, c'est aussi important, donc ça, c'est très, très essentiel aussi et le besoin d'estime de soi, d'être valorisé, d'être reconnu, pour qui on est, pour ses talents, pour sa propre valeur, c'est aussi essentiel. On pourrait, vous voyez, la lire à l'envers pour les hypersensibles. Heu, Très honnêtement, je n'avais pas encore idée, mais il y a que dernièrement, j'ai appris que, il y a 100 000 personnes à peu près sur terre, qui vivent sans manger et sans boire, hein. Donc on les appelle, alors il y a différents, enfin le courant, le pranisme ou le respirianisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que oui, vous voyez, ces besoins physiologiques de base
sur la pyramide de Maslow, là où on la voit, la base la plus large, on a l'impression que c'est vital pour tous les êtres humains et finalement, on s'aperçoit qu'en réalité, oui, peut-être que justement, c'est peut-être d'ailleurs des personnes hypersensibles, hein, ces personnes-là, je ne les ai pas questionnées, je n'en connais pas personnellement, mais ça veut dire que c'est possible et qu'en fin de compte, pour elles, c'est certainement le plus vital, non pas, de se nourrir avec de la nourriture, on va dire matérielle, mais elles se nourrissent par de la respiration, par d'autres énergies, notamment émotionnelles et spirituelles, ce qui fait que finalement elles vivent. Donc vous voyez, ça apporte un éclairage aussi nouveau, hein, donc voilà. Il y a 2 autres besoins aussi qui ne sont pas dans la pyramide de Maslow, mais dont on parle de plus en plus. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est un peu obsolète cette pyramide. Moi je dirais que non, mais en fait on peut la compléter et les personnes hypersensibles ont vraiment aussi besoin de répondre à ces besoins fondamentaux. C'est donc le besoin du beau, de l'esthétisme, de faire, de créer ou d'exprimer en fait le beau. Ça peut être dans l'art, de différentes façons et aussi le besoin fondamental d'apprentissage. Vous savez cette fameuse, curiosité incessante de comprendre, de connaître, hein. Donc ça peut être effectivement sur différents domaines, mais ça peut être aussi justement sur le développement personnel, enfin sur soi. C'est déjà ça, hein, donc cette connaissance intrapersonnelle ou interpersonnelle. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose d'important aussi pour les personnes hypersensibles. Voilà, donc ça, c'était le premier élément que je voulais vous parler pour, montrer qu'en prenant du recul, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont inhérentes aussi à, cette compréhension du sens de vie et que c'est important. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas dire: «Bah, non, de toute façon, je me pose trop de questions, je ne suis pas, normale». Non, c'est essentiel, effectivement et c'est logique en quelque sorte, voilà. Mais ne pas forcément s'enfermer dans sa simple perception, hein. Ouvrir le champ et prendre du recul et c'est ce que je alors voilà les petits conseils pratico-pratiques que je vous donne. Il y en a 3. Surtout en période de crise, comme je disais, surtout en période de non-sens où on sent qu'on est en vide existentiel. Alors, ça peut être en particulier dans des moments forts, dans des transitions de vie, hein, je parlais de ça tout à l'heure. Moi, j'ai vécu un burn-out, mais ça peut être à différents moments de vie dans sa vie, où on sent que c'est important de peut-être démêler ce qui se passe. Vous savez, où c'est comme si tous les fils sont mélangés, il y a besoin de démêler et de dérouler la pelote et de comprendre. Donc déjà, première chose, je sais qu'un auteur aussi hypersensible en parle beaucoup, sous un autre terme, de stopper cette pression, c'est-à-dire de se foutre un peu la paix. Donc, la mission de vie, ce n'est pas forcément la quête du Graal qui est unique, qui est suprême. On va le voir parce qu'en fait, cette recherche de sens, cette recherche de sa mission, de sa vocation de vie, peu importe comment on le nomme, c'est ça peut être complètement multiple, ça peut être multiforme et ça peut être en fait très simple également et en plus ça peut être évolutif parce que vous avez compris que nous sommes des êtres d'évolution, des êtres de croissance, donc ce n'est pas figé dans le marbre. Voilà, c'est vrai que dans notre société, on nous a mis un peu la pression dans nos études, de trouver tout de suite un métier, de faire les études qu'il fallait et puis que c'était une bonne fois pour toutes. Ben non, en fait la vie elle est pas comme ça du tout. Et la quête de sens, elle doit répondre au mouvement de la vie aussi, qui est évolutive. Donc, première chose que j'allais vous dire, stoppez votre pression, stop, voilà. Et on va constater ce vide peut-être que l'on vit. Et il n'y a pas seulement des grands vides, comme je parlais du burn-out, comme un chômage, comme une maladie, comme des périodes dures comme ça. Non, ça peut être aussi des petits moments, même dans l'année, où on vit en fait ces mini vides existentiels, ces mini non-sens de vie, ces mini petites crises. Eh ben j'allais dire bienvenue et dites-leur merci. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que si on fait référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'univers qui se construit par chaos et renaissance, nous sommes faits de la même énergie aussi. Ça veut dire quoi? Que la vie, elle est mouvement et que en nous aussi, si on accueille cette vie, il y a du chaos et il y a de la renaissance. Regardez dans la nature en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans la nature en ce moment? Bah, il n'y a rien qui est clos parce que c'est la germination. Parce que c'est effectivement le calme a priori, le silence
a priori, mais c'est essentiel. C'est important aussi, ce calme, ce silence, ce vide, ce creux, le non-sens. Donc ça indique, si ça vous le vivez, ça indique, c'est comme un indicateur, vous voyez, un petit panneau, de direction qui vous dit: «Là, peut-être, il n'y a rien à faire». Il y a juste à stopper cette course peut-être effrénée dans laquelle on est. Ces inquiétudes, certes, il y en a, c'est vrai, parce que c'est le mental. Le mental est là pour nous protéger. Mais là, il va s'agir d'ouvrir autre chose, de dire au mental: «OK, j'ai compris», mais d'ouvrir autre chose, d'ouvrir un espace à des ressentis. Mais ça peut pas se faire si on est tout le temps dans une course perpétuelle à nos habitudes, à, continuer de, mettre en place d'autres choses, de remplir, par d'autres activités parce que c'est pas normal de ressentir du vide, du non-sens de vie. Bah si, en fait, c'est normal. Et là, peut-être que j'ai à ralentir, peut-être qu'il est grand temps que je diminue mon rythme et que je fasse du silence, que je prenne du temps. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à remplir. Pourquoi je prends du temps? C'est pour faire un écho à ce creux, parce que ce creux, il veut me parler. Il veut me dire quelque chose de moi, il veut dire quelque chose de la vie que j'ai à apprendre, que j'ai à écouter. Si je suis sans arrêt dans un mouvement, si je suis sans arrêt dans mes activités, dans du bruit, dans de être entourée, faire plein de choses, je ne vais pas écouter et je ne vais pas accueillir ce qui se vit et je ne vais pas entendre ce qui veut s'exprimer en moi. Et ce qui veut s'exprimer en moi, c'est mon âme. Pour faire court, j'explique que les crises, c'est l'appel de votre âme. C'est ce petit toc-toc là, de cette voix intérieure qui dit: «Eh oh, tu m'as pas oublié là?» Voilà. Et cet appel de votre cœur, en fait, c'est intéressant de l'écouter, mais il y a comme une invitation à faire pause, vous savez, comme si on appuie là. Voilà, à faire pause. Et j'écoute, même si c'est pas confort, même si ça me dérange, même si c'est pas mon habitude. Et ça va m'aider à traverser le chaos encore plus facilement si je laisse aller au bout du bout ce qui doit se vivre. Et en laissant le temps, en ralentissant, en écoutant, en faisant de l'espace en moi, de la disponibilité, je vais pouvoir explorer mes ressentis et mes émotions. Ça, c'est déjà 3 conseils intéressants pour prendre du recul par rapport à cette question existentielle du sens de vie. Une deuxième grande piste, c'est aller à la conquête de soi et non pas rechercher à l'extérieur des vérités. Même dans le développement personnel, je le dis haut et fort, et là je nommerai mon mentor Nasrin Reza qui en parle très vivement et qui dit qu'effectivement beaucoup de gens s'agitent dans des tas de pratiques, dans des tas, et c'est intéressant, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein, dans des outils, etc. Mais que c'est parfois encore trop à l'extérieur de soi, à rechercher une vérité ou des choses pour essayer de, hop, de pouvoir se dire: «Mais oui, je suis dans la bonne voie. Bah oui, ça y est, j'ai compris, j'ai mon sens de vie, c'est bon, j'ai trouvé ma place». Aller à la conquête de soi, ça va demander du temps. Et c'est, ce qui se joue en fait, c'est de comprendre votre unicité. De comprendre que vous êtes effectivement hypersensible peut-être, certainement, donc ça c'est quelque chose qui se vérifiera, ou qui est déjà vérifié et c'est OK. Ça ne vous étiquette pas, ça ne vous enferme pas, mais en tout cas, c'est une caractéristique de vous-même. Vous n'êtes pas que ça. Bien sûr que vous êtes plein d'autres choses puisque une identité, elle est de multiples facettes et elle est évolutive, mais vous êtes unique. Donc déjà, pouvoir accepter sa singularité, c'est important. Les hypersensibles, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un sens aigu du respect, du vivant, de la justice. Les hypersensibles rêvent d'une société idéale, idyllique, sans violence, sans conflit, hein. On dit souvent que ce sont des personnes perchées,
idéaliste. Moi, je pense que je l'ai été beaucoup, en fait. Et il y a un très bon côté parce que ça veut dire qu'en fait, on est tiré vers quelque chose de plus grand que nous et on a envie effectivement de contribuer pour aider à améliorer la société et l'humanité. Mais pour être heureux, il y a autre chose qui va devoir, il va y avoir un autre ingrédient essentiel à mettre en œuvre. Parce que pour être heureux, hein, d'accord, l'hypersensible, il ne peut pas faire l'économie d'accepter aussi lui, comment il fonctionne, qui il est en tant qu'entité, en tant que personne et non pas individu. Je fais bien la différence. Voilà, une personne, comme en grec on disait le persona, c'est celui effectivement qui est un peu le porte-voix en fait de ce qu'il y a à l'intérieur là, de cette voix intérieure, hein. Donc accepter son atypisme, accepter sa particularité, sa différence. Donc ça veut dire que pour pouvoir contribuer à plus juste dans la société, accepter déjà d'être plus juste et respectueux par rapport à soi-même, d'accord? Et par ricochet, évidemment, ça va, travailler et ça va œuvrer pour l'humanité, pour les autres automatiquement, puisque nous sommes, comme je disais, comme les cellules dans le corps, nous sommes en lien les uns les autres, hein. On le dit, hein, que, tout est coordonné, tout est en interaction, tous les organismes. Alors les 3 conseils pratico-pratiques que je vous donne pour assumer votre unicité. Le premier, et j'en ai parlé un peu moi quand je vous ai évoqué mon histoire, mon cheminement, c'est se réconcilier avec toutes nos parties, tout ce qui fait de nous. C'est-à-dire notre passé, notre histoire, notre narratif là et de choses qui nous plaisent pas ou parfois si on est tout le temps là-dedans, ben, en fait on peut mariner et puis, rester dans une forme de victimologie parce qu'on se la raconte comme on dit. Mais faire la paix, c'est dire: «OK, j'accepte, OK, je ne peux pas changer et je vais avancer». C'est ça, se réconcilier. C'est pas être tout le temps en pétard parce qu'on ne pourra pas changer. Son père, sa mère, les histoires, on ne pourra pas changer. Voilà, accepter, se réconcilier avec son histoire, avec toutes ces zones de lumière et d'ombre. Bah oui, il y a des choses chez moi qui ne me plaisent pas. Mais c'est OK. C'est OK parce que c'est effectivement toutes les parties qui font ma richesse. Ça, c'est valable pour tous les êtres humains, hein, pas que les hypersensibles. Se réconcilier avec sa propre image, puisque l'image, c'est ce que l'on voit de moi, hein, OK, mais c'est pas que moi. C'est une caractéristique, mais si je peux effectivement faire coïncider, faire correspondre et harmoniser mon image à, mon intérieur, c'est-à-dire que c'est mon habitat avec mon intérieur, mon âme, comme on dit, l'âme, elle est heureuse de venir habiter dans un corps effectivement hem, qui est bien, où il y a on en prend soin, un petit peu comme une maison qui est balayée, qui est entretenue, bah, c'est la même chose. Donc il y a une harmonisation aussi qui est intéressante à faire. Ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi, en fait, hein, pour être en accord. Et puis se réconcilier, c'est, lâcher le faux self, ce que j'appelle le faux self, avec tous ces masques que l'on a portés, très certainement par protection, en lien avec nos blessures, d'enfants, nos blessures, les blessures fondamentales, hein, c'est relié aux 5 blessures de l'âme et lâcher progressivement pour devenir son propre guide et ça veut dire aussi lâcher des principes ou ce que l'on a mis en place pour correspondre ou en tout cas trouver notre place dans la société et qui ne nous vont pas en fait. Ceux qui ne nous vont pas, c'est parce qu'on sent que ça grince et donc ça, c'est un indicateur aussi que peut-être il y a des choses à lâcher, qu'on a mis en place par conditionnement pour, bah, voilà, se faire accepter. L'hypersensible a l'art d'ailleurs de se suradapter pour pouvoir être aimé, être valorisé, pour pouvoir, trouver sa place. Donc il y a tout ça à réconcilier et à dire: «OK, j'ai fonctionné comme ça jusque-là, mais je veux changer et donc je vais pouvoir le faire et c'est OK. C'est moi. C'était moi jusque-là et ben, maintenant je veux être moi différent et c'est parfait». Le 2e conseil pratico-pratique, c'est prendre soin de son écologie. Donc, je disais que, l'âme et ça se plaît dans un corps «sain» entre guillemets, dans un corps bien entretenu, eh bien, c'est ça l'écologie, c'est prendre soin de ses besoins spécifiques puisque donc la personne hypersensible a une grande émotivité et ou, au niveau a une intensité, hein, au niveau à ses sens aiguisés, ses 5 sens, je dirais «et ou» parce que ça peut être les 2 ou et l'un et ou l'autre
Et donc, on a des besoins qui sont aussi spécifiques à cette grande émotivité ou à cette hyperesthésie. Voilà, en termes de sommeil, par exemple, il y a peut-être un besoin plus important que d'autres personnes. Donc, prendre soin de son écologie, c'est ça pour moi, hein, c'est par rapport au corps et à toutes ces énergies. Et ça fait référence aussi à la pyramide de Maslow aussi. Donc ça, c'est une partie importante. Donc je passe pas en revue de manière détaillée, hein, parce que je sais que certains intervenants dans la semaine vous en parleront aussi, mais je brosse quand même pour vous dire que c'est essentiel pour s'assumer, se réconcilier avec toutes nos parties, prendre soin de son écologie personnelle et identifier sa zone de génie. Alors, ce que j'appelle la zone de génie, en fait, c'est tout simple. Sa zone de génie, en réalité, c'est ce que l'on fait de manière fluide, de manière joyeuse. On s'en aperçoit même pas forcément parce qu'en fait, on a l'impression que finalement, c'est rien pour moi. Donc, ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas quelque chose qui est à mettre en exergue ou à mettre en avant parce que finalement, c'est rien en fait, puisque je le fais tellement simplement. Sauf que peut-être le voisin, lui, c'est très compliqué. C'est pas du tout sa zone de compétence, sa zone de génie. Pour lui, c'est très complexe. Donc, c'est vital, j'allais dire, pour l'hypersensible, d'aller regarder quelle est sa zone de génie pour identifier progressivement une ligne directrice en fait d'une mission de vie, même si c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas une quête du Graal unique. Il n'y a pas une mission de vie unique. Mais ça vous donne déjà une caractéristique, soit générale ou voilà, des petites pépites en vous qui vous disent: «Mais oui, mais ça, c'est moi, je sais le faire facilement et j'adore, je kiffe». Voilà. Pour vous aider à trouver ça, vous pouvez aussi vous ouvrir à votre intuition. Alors ça peut être en méditant, ça peut être en vous promenant dans la nature, mais ça peut être aussi, pour les gens qui aiment, avec des tarots ou avec des oracles, voilà, des tirages de cartes et ça peut aussi nous aider à écouter, à comprendre ce que cette petite voix, notre intuition, ces évidences qu'on a des fois sous la douche, là, tac, qui nous viennent, c'est notre âme qui nous parle. Et donc, elle nous éclaire sur finalement nous, notre identité profonde, qui nous sommes. Voilà. Alors, il y a divers outils aussi dans le développement personnel qui aident à ça, hein. Je cherchais le nom tout à l'heure de ce que faisait le Nicolas Péné en tant que formateur, donc c'est l'énéagramme. Donc, vous voyez, par exemple, dans les outils de développement personnel, il peut y avoir l'énéagramme, par exemple, hein. Mais voilà. Mais on peut faire ça de manière très simple, soi-même, hein. Voilà. Donc ça, c'est donc le deuxième axe dont je voulais vous parler. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est avoir le courage d'être et d'œuvrer à plus grand que soi, parce que finalement, la mission de vie, est-ce que ça serait pas aussi ça? D'accord? Oser être soi, oui, mais en même temps, contribuer, œuvrer à plus grand que soi. Parce que la mission de vie, la vocation de vie, être heureux, épanoui dans sa vie, il y a derrière, en fait, ma vie, il y a un sens caché que je ne vois peut-être pas. C'est comme s'il y avait un voile et qu'il serait intéressant d'aller voir derrière. Donc moi, je le dis comme ça, hein, c'est mes mots, c'est à la fois honorer la vie qui me traverse, hein, c'est aussi avoir une congruence entre mes désirs, entre mes décisions, mes choix et mes actions. C'est ça le sens caché de ma vie aussi, ma mission. C'est aussi une prise de risque parce que ça veut dire changer des habitudes et c'est un jeu parce que la vie, elle est expérience, elle est jeu. Vous savez, comme les petits enfants, ils ne se posent pas la question, ils essayent. C'est peut-être ça qui est intéressant d'aller peut-être reconnecter à ce jeu dans le mouvement de la vie. Et c'est aussi pour moi la mission de vie, le sens caché de ma vie, l'intégrité. Par rapport à quoi? Par rapport à mes valeurs hautes, par rapport à mes fondations. Les valeurs hautes, pour moi, c'est les fondations de ma maison. Si je ne les ai pas identifiées, je peux effectivement faire plein de choses dans ma vie où j'ai l'impression de faire des choix en conscience, j'ai l'impression de prendre des décisions, mais c'est bizarre, comme par moments, je me sens quand même en décalage. Ça ne va pas. C'est souvent parce que, en tout cas, si on regarde, ça peut être, mais c'est souvent parce que c'est en inadéquation avec mes valeurs. Et donc automatiquement, ça grince en moi et je ne me sens pas bien. Donc l'intégrité par rapport à mes valeurs, par rapport à mes rêves, mes aspirations profondes et mes intuitions, c'est ça aussi le sens caché de ma vie. C'est un peu, vous avez vu l'image de l'équilibriste. En fait, c'est tout le temps. La vie, elle est sans arrêt recherche d'homéostasie. Elle n'est pas figée. Il n'y a jamais un équilibrement stable.
Donc les conseils pratico-pratiques pour vous, que j'ai à vous donner, pour avoir le courage d'être et d'œuvrer à plus grand que vous, parce que c'est ça qui vous titille et vous avez envie de laisser votre empreinte et je pense que chaque être humain a envie, en quelque sorte, de laisser une empreinte, mais en particulier, plus les hypersensibles qui ont conscience de ça, très tôt et sans qu'on leur montre, effectivement, si vous deviez écrire votre épitaphe là, sur votre tombe, ben, qu'est-ce que vous aimeriez bien en fait écrire? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace? Donc c'est quoi? C'est d'abord et en premier une invitation à accueillir le présent. Alors c'est des pistes qui rejoignent un peu aussi celles que j'ai données tout à l'heure, mais vous voyez tout est en tout s'imbrique, hein, on est d'accord? Je le dis peut-être sous un autre angle, mais il y a des choses qui s'imbriquent et c'est aussi pour vous appuyer un petit peu dessus pour que vous le sentiez, le compreniez et surtout l'intégrer si ça vous parle, si ça vibre en vous. Accueillir le présent, on en a parlé un peu aussi tout à l'heure, c'est faire silence, c'est méditer, c'est développer la gratitude chaque jour, chaque matin, chaque soir. C'est pas très long, mais c'est quotidien. Voilà, remercier, m'émerveiller pour la merveille que je suis, pour cette nature, ces relations que j'ai autour de moi et qui me nourrissent. Et plus je suis là-dedans et plus en fait, je m'aperçois que je suis nourrie et que je reçois en fait cette gratitude et cet amour. C'est aussi oser expérimenter, je parlais tout à l'heure du jeu des enfants qui jouent, qui se posent pas des questions, qui essayent, qui tombent, qui se relèvent. «Ouh, ouh, ouh, ça fait mal parfois, mais je continue, je me bloque pas, je reste pas figée», voilà. Et là, il y a un challenge et il y a un défi à dépasser mes peurs, à dépasser mes blocages. Vous savez, c'est comme si, le train s'engouffre dans le tunnel et ben, en fait, il a pas envie. Oui, sauf que le voyage ne va pas continuer s'il ne passe pas par le tunnel, on est bien d'accord. Et bien, quand il y a une peur et notamment, on le dit, plus la peur est forte, plus derrière, il va y avoir un merveilleux paysage, il va y avoir, un c'est comme si vous répondiez à un grand désir. Plus le désir est fort, plus votre rêve est grand et plus peut-être il y a ces peurs et ces blocages à aller, dissoudre tranquillement, sereinement. Donc c'est oser être, c'est oser faire en étant enraciné dans ses valeurs. On en a parlé tout à l'heure, d'accord? C'est pas d'abord faire pour être, c'est d'abord être. C'est pour ça que c'est intéressant d'accueillir, d'être dans le présent, de faire silence, pour faire. Et là, c'est toute la conscience et c'est tout la, comment dirais-je, la quintessence justement d'une action alignée, qu'on appelle une action conscientisée. Vibrer aussi sa spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas réduit aux religieux, bien au contraire. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même, on le voit, un grand mouvement, de gens qui, ont envie, en fait, de s'inspirer des traditions, ancestrales, notamment d'Orient ou, les Amérindiens et je pense que cette, montée de conscience et en même temps cette volonté, en fait, d'universalisme, elle est reliée à justement au sacré, parce que dans chaque être humain, il y a ce sacré. Sans, cette reliance à ce corps spirituel, il manque quelque chose et la personne hypersensible, en tout cas la plupart, très jeunes, ont cette conscience de la spiritualité, de ces racines ou de cet ancrage spirituel, en fait. Donc être en reliance avec cet être profond, hein, c'est s'ouvrir à cet amour, à cette source infinie en fait, d'amour inspiratrice et cette source infinie aussi qui nous relie aux autres. Donc ça, et ben, c'est une invitation à y répondre, à vous exprimer et aussi à expérimenter ce qui vous fait vibrer là-dedans. Et la dernière chose, on en a de manière en filigrane parlé, bien sûr, c'est incarner ses rêves. Parce que c'est bien d'être dans des beaux idéaux, ça l'hypersensible, voilà, en tout cas moi, j'étais dans pas mal d'idéaux quand j'étais jeune, mais je ne mettais rien en action. Je ne mettais rien en œuvre. Donc ça veut dire que en fait, je restais en retrait, je restais presque en victime. Ah oui, je m'insurgeais, je n'étais pas contente, je rouspétaillais, mais je ne faisais rien pour faire changer le schmilblick. Je ne prenais pas ma place. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, sans dire en fait, oser prendre sa place, ça ne va pas nous tomber tout cuit.
hein. C'est à nous, il va y avoir une action concrète. Donc c'est devenir acteur et non plus victime, vraiment, et ça se construit. Donc rêver grand, plus effectivement on a des rêves grands, plus ça va demander aussi de la persévérance, ça va demander de la patience et ça va demander aussi un ancrage, et de faire des choix en conscience et en liberté pour les incarner et faire avancer peut-être l'humanité avec d'autres, hein. On ne change pas, voilà, on n'a pas la prétention de changer effectivement, l'humanité, de voilà, mais à plusieurs, évidemment, on le sait, ça fait bouger. Voilà, ça fait bouger les choses et de pouvoir le faire ensemble, ça prend tout son sens et quelque part notre vie prend tout son sens. Voilà, je voudrais vous dire merci parce que merci pour votre écoute. J'ai été un peu bavarde, on avait prévu 1 heure. Donc vous, si vous voulez me rejoindre, donc j'ai un site internet audacevie.com. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, un petit peu Facebook et LinkedIn. Et aussi, donc j'ai ma chaîne YouTube, en particulier pour les femmes hypersensibles, où je fais aussi et Alban donc a été un de mes invités dernièrement. Je fais des interviews avec des personnes hypersensibles afin de vous inspirer, vous qui avez besoin aussi ou envie d'avoir d'autres éclairages, des témoignages de personnes hypersensibles. Donc c'est Oda Savi-femme hypersensible. Voilà. Donc Alban, du coup, est-ce que c'est possible de faire, on va faire peut-être une mini méditation, voilà, pour vous donner comment dirais-je, une piste très concrète qu'on peut faire là en 5 minutes, mais que vous pourrez explorer par la suite. Et ensuite, s'il y a quelques questions, on y répondra. Est-ce que c'est OK pour toi, Alban? Oui, oui. Si vous voulez bien, là où vous êtes assis, de vous sentir bien les pieds donc sur le sol et de commencer tout doucement à sentir vos ancrages et de sentir votre respiration. Vous pouvez mettre vos mains donc sur le cœur et sur le ventre et vous pouvez commencer à inspirer en conscience et expirer. Inspirez, expirez. Continuez à votre rythme. Trouver le sens de sa vie, c'est comme parcourir un chemin, votre chemin, le cœur ouvert. Ce n'est pas tant le nom du sommet que vous allez gravir qui va transformer votre vie, mais c'est davantage la présence que vous aurez à votre vie. C'est cet amour aussi dans la marche qui va vous transformer. Voilà, continuez à inspirer et à expirer. Ça permet de ressentir ce mouvement en vous de la vie. Le monde est beau, le monde est varié, les chemins et les voies de beauté et de sens de vie sont variés et multiples, et vous avez le vôtre. Vous prenez votre place. C'est simple, c'est fluide, il n'y a rien de compliqué, déjà si vous êtes en présence de vous-même. La spiritualité aussi est belle. Vous êtes un corps multiple, un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel, reliés aussi à l'univers et aux autres êtres humains. Et c'est ça qui donne le sens aussi de sa vie. L'inspire et l'expire, quand vous mettez de la conscience, vous permet d'être là, connecté à la vie qui est fluide en vous. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à sentir. Et si vous ne sentez pas, c'est aussi OK. Ce qui est intéressant là, que je vous invite à faire, c'est de ralentir.
Et puis tout doucement, vous pouvez relâcher les mains, toujours maintenant en inspirant et expirant calmement, tranquillement. Je vais vous demander de visualiser une forêt, comme si vous rentriez dans une forêt luxuriante, une forêt lumineuse, une grande forêt. Cette forêt lumineuse, vous allez pouvoir marcher à l'intérieur. Ça va être l'écho de ce qui émane de votre imaginaire, de ce qui vit en vous. Vous continuez à respirer tranquillement, sans effort. Donc vous êtes comme dans une forêt de rêve, une forêt qui vous accueille. Vous avancez dans cette forêt et vous allez vous laisser surprendre et vous allez vous laisser émerveiller par tous les êtres, par toute cette nature abondante, lumineuse, merveilleuse qui vit, des oiseaux, des papillons et aussi des fleurs, des senteurs. Certaines vous étonnent d'ailleurs. Cette atmosphère est assez magique. Et tout autour de vous, vous vous sentez entouré, accueilli tel que vous êtes, comme vous êtes. Vous êtes quelqu'un, vous faites partie de cette forêt, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Toute la création, et vous en faites partie, est merveilleuse. Et vous êtes unique, et chacun est unique. Et c'est ça la merveille. Vous allez faire connaissance avec d'autres êtres merveilleux dans cette forêt imaginaire. Il y a peut-être des fées, il y a peut-être des nymphes. Peu importe, tous les petits personnages imaginaires qui viennent, si ça ne vient pas, c'est OK aussi. L'essentiel, c'est de vous laisser baigner dans cet environnement enchanteresse. Cette forêt vous offre tous ces trésors. Et au cœur de cette forêt, je vous invite à vous connecter avec cette pensée que tout est possible. Cet imaginaire qui est en vous, et c'est vraiment cette image de cette forêt en même temps, elle vous invite à peut-être changer cette vision de vous qui vous fait dire que c'est difficile, la vie est compliquée. Et non, c'est votre propre imaginaire là qui parle, c'est votre propre forêt que vous allez justement imaginer merveilleuse et ouverte à de multiples merveilles, à de multiples trésors. Il y a une richesse. Et je vous demande de peut-être ressentir dans le corps tout simplement les émotions, tout simplement les ressentis. Ça peut être dans les jambes, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans les mains, ça peut être aussi au niveau de la gorge. Et en particulier, je vais vous demander de prendre conscience de ce que vous ressentez au niveau de ce qu'on appelle le chakra, donc du troisième œil, entre les deux sourcils, cette porte d'énergie qui vous ouvre en fait à votre intuition, à ce champ des possibles. Imprégnez-vous. Laissez couler. Cette forêt vous transmet toutes ces couleurs, toutes ces lumières, toutes ces odeurs. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Et peut-être vous voyez que vous trouvez votre place à vous, la vôtre, en simplicité, dans qui vous êtes. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Et déjà d'être qui vous êtes, là, avec l'audace peut-être de marcher
et même de peut-être de courir, de danser dans cette forêt, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur qui vous dit que tout est possible. Et dans votre vie, quand vous allez revenir, dans votre vie réelle, tout est possible de la même manière. Il n'y a rien de compliqué. Laissez-vous vibrer. Alors, aujourd'hui, donc je vous propose de petit à petit terminer cette petite balade dans cette forêt merveilleuse en prenant un grand inspire, une grande inspiration et un grand expire, une grande expiration. Mais la prochaine fois que vous voulez vivre un temps de méditation, de visualisation, vous pouvez la réécouter par ce biais-là dans ce replay ou dans une autre méditation. Allez, n'hésitez pas à venir vous rebrancher sur ce tout est possible, sur cette forêt merveilleuse et magique et votre intérieur. Et c'est ça qui va créer votre réalité. C'est votre création intérieure personnelle qui va vibrer à l'extérieur. Et c'est déjà le premier pas vers prendre votre place, trouver votre place et trouver le sens de sa vie. Un grand inspire, une seconde fois et un grand expire. Et une dernière fois, tout en douceur. Vous allez pouvoir laisser à l'intérieur de vous cette image de la forêt. Et puis, rouvrir les yeux. Voilà, vous bougez un petit peu. Et je vous dis merci pour ce temps précieux, ce temps dans cette forêt magique, ce temps avec vous. Merci pour cette écoute. Et si vous avez quelques questions ou quelques interrogations, on a un peu débordé du temps peut-être. Alors, je ne vois rien, Alban, par contre, dans le chat, parce que peut-être avec le... Alors, je vais peut-être mettre en mode... Voilà. Voilà, il n'y a rien de particulier. Hein? Tu vois les commentaires? Alors, oui. Alors, ça y est, je vois. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous. En tout cas, je vois, oui. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que je vois très intéressant, inspirant. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez plus intéressant ou si vous avez une interrogation? Je ne vois rien de spécifique. En tout cas, merci pour vos commentaires. Je vous laisse, je pense, dans cette visualisation, dans cette inspiration, expiration et connexion à vous. Je pense que c'est bon de rester là-dessus. La prochaine conférence sera sur une thématique qui est assez proche de la mienne. Et je pense que ça va être très chouette parce que vous allez avoir un éclairage avec quelqu'un qui est coach aussi, mais que du coup, on aura chacun nos apports. Et je me réjouis du coup pour vous aussi parce que ça va vous permettre de compléter mon éclairage. Oui, ça fait un beau lien entre les deux. Oui. Et puis, il y a tellement plein d'autres conférences magnifiques. Profitez-en. Voilà. Merci à vous. Merci Alban et merci pour cette organisation extraordinaire toute cette semaine. Vous savez, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'il y a une journée particulière en présentiel. C'est la première année du coup à Paris. Moi, je ne pourrais pas y être, je suis un petit peu loin et voilà. Mais inscrivez-vous, c'est toujours possible, je pense Alban, de s'inscrire. Oui.
Hein, voilà, Il y a vous pouvez les inscrire. le lien, je pense, qui est quelque part Oui, de toute façon, les liens, vous verrez soit sur le oui, réseau social sur de le l'Observatoire, hein, vous avez, et sur la chaîne YouTube aussi, hein, je pense qu'il y a des indications. oui. Donc, n'hésitez pas. Donc, il y a 10 € pour les frais d'organisation, c'est tout, de location de la salle. Et tout le reste, ben, vous voyez, c'est cadeau. Donc, profitez bien. Merci à vous. Merci Alban. Merci Lydia. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.